aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu fondamental avec Adrien sur toutes les dynamiques en fait qui se passent autour du métier de designer, notamment dans la tech, en startup. Il y a énormément de choses qui se passent ces derniers mois. On va essayer de débunker un peu tout ça avec toi, Adrien. Tu es un peu en première ligne pour voir un peu les mouvements qui se passent dans la tech sur le métier de designer. Donc, c'est vraiment hyper cool. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Avant ça, puisque on sait que vous êtes tous, enfin, vous n'êtes pas tous en retard, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, mais il y en a beaucoup qui mettent un peu de temps à se connecter souvent. Je vais meubler 2 minutes, mais pour vous dire que The Product Crew, toujours présent dans la communauté tech française. On affiche encore 10 000 membres, mais je pense qu'on est plus proche des 15 000 aujourd'hui. Il y a des gens du design, du produit, de l'engineering, de la data. C'est une des plus belles communautés, les plus riches en tout cas qu'on a en France sur la tech. On bosse avec 800 entreprises. On a 1000 talents chaque mois qui sont en recherche de job et justement on aide un peu les talents de la communauté à connecter avec les boîtes. Et tout ça dans un écosystème de choses qui passent par des événements, des lives comme celui-ci, des propositions de jobs, des masterclass, on file plein de ressources, on coach les membres de la communauté. Et au rang des ressources, si vous n'avez pas récupéré celle-ci, que vous êtes en recherche de taf ou que vous cherchez à vous upskiller sur vos skills de design, je vous mets les liens de 2 ressources pas mal qu'on avait créées ces derniers mois. D'un côté, il y a une boîte à outils Product Design. Je crois qu'on l'a co-créé avec 50 designers qui nous ont filé plein de ressources, des choses qu'on a mis ensemble. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, il suffit de la flasher avec le QR code. C'est à gauche et à droite, plus pour ceux qui sont en recherche et qui passent par des cas pratiques en ce moment. Là-dedans, vous avez un peu la manière, je crois que c'était Penny Lane, il me semble Blablacar qui nous avait partagé leur Open Classrooms aussi, les cas et les corrections. Donc voilà, ça peut toujours dépanner si vous êtes un peu dans la préparation de cas en ce moment, avoir un peu de l'inspi, voir ce qui se fait dans les boîtes, voir le type de rendu que font les candidats. Je vous laisse ça une petite seconde et puis on va passer à la suite. Si jamais vous n'avez pas le temps, Sarah, je te laisse mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez récupérer tout ça. Et ouais, voilà, il y a une nouvelle session là qui a démarré aussi pour ceux qui cherchent du taf. Si vous voulez vous inscrire, petit QR code, je le laisse 2 secondes. Et voilà, chaque mois en ce moment, on a beaucoup justement de founding designers, pas mal de founders qui cherchent des excellents designers pour lancer un peu leur projet. Donc, c'est des projets assez solides. N'hésitez pas à vous inscrire, on vous mettra dessus. Et puis pour ceux qui recrutent aussi, qui veulent être connectés avec des gens de la communauté, il y a ce petit QR code. Je regarde l'heure 12h07. On est 300 dans le live, donc ça fait trop plaisir. Je vais retirer le screen et on va passer aux choses sérieuses avec toi, Adrien. Comment ça va, Adrien? Quels sont les... Ouais, super. ouais. Ravi d'être là. Je pense qu'il y a pas mal de trucs dont on assez excité de discuter avec vous de tout ça, de voir vos réactions aussi, un peu de voir quelles sont les questions que vous avez aussi pour moi. Ravi d'aider, quoi. Trop bien. Effectivement, ça fait plaisir. Linéaire, je disais juste avant qu'on passe live, peut-être le produit SaaS, en tout cas en B2B, qui fait le plus kiffer le monde de la tech en ce moment. Il y a un level de love qu'on a vu précédemment avec peu de projets, peut-être avec Figma, avec Notion notamment. Euh, et aujourd'hui, dans le monde du produit linéaire, c'est un peu le gold standard. Euh, Peut-être avant de rentrer justement dans tout ça, ce serait assez cool que les gens puissent découvrir un peu ton parcours, Adrien. Comment t'es rentré dans le design et comment tu t'es retrouvé après chez Linéa? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis un peu un vieux de la French Tech. J'ai commencé en 2013-2014 à essayer de monter des petits projets dans mon coin. Moi, j'avais fait une école de design à l'époque. Il n'y avait pas toutes les écoles un peu focus design tech. C'était encore très tradi, typo, etc., etc. Donc, à l'époque, on avait un peu encore ce rôle de coding. C'était un peu, j'étais un mix entre design et code. C'était les premiers HTML5 et tout, donc voilà, ça me rajeunit pas de vous dire ça, mais j'avais essayé de monter des projets et il y avait quelques trucs qui avaient un peu buzzé à l'époque et en fait, je m'étais fait rapprocher par eFounder, donc Exa actuellement, et j'étais au sein de la crew
design d'e-founder, plus sur la partie brand au départ. Donc, c'était l'époque où il y avait Aircall, Front, voilà, les tout premiers. Je crois qu'ils avaient juste sorti Mailjet à l'époque quand j'ai rejoint. Donc, c'était un peu les premiers projets eFounder qui faisaient YC ou 500 Startup, etc. Donc, c'était assez cool. Moi, je dirais que j'ai toujours pas mal regardé les US un peu comme un exemple parce que bon, c'est un peu le pays fondateur de la tech et de la Silicon Valley. Donc, forcément, pour moi, c'est toujours une source d'inspiration et un peu des il y a des stars là-bas, donc j'ai toujours regardé ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur Paris, il n'y avait pas beaucoup de boîtes qui essayaient, en tout cas, d'aller sur ces marchés-là ou qui voulaient se placer dans ce standard-là. Je pense que Exa est un peu une réussite à ce niveau-là à l'époque, et toujours le cas actuellement, je pense. Et en plus, qui launch plusieurs projets par an, donc c'est vrai que c'était assez cool de pouvoir tester aussi un peu mes skills sur différents projets. Donc j'ai beaucoup grind à cette époque-là sur l'écosystème français. Et ensuite, j'ai bougé à New York avec la team de Sunrise qui s'est fait racheter par Microsoft et on a buildé Outlook mobile pour MS à l'époque. Donc, c'était assez marrant parce que c'est un peu l'époque où Microsoft avait arrêté de produire son téléphone et donc ils n'avaient toujours pas d'app iOS imaginé sur Outlook à l'époque. Donc, c'était un peu, ils avaient pas mal acquire de boîtes à l'époque qui étaient très présentes plus sur le mobile ou sur Android pour un peu apprendre à convertir le langage de MS sur ces plateformes-là en acceptant leurs défaites sur leurs produits mobiles hardware, quoi. Donc ça, c'était assez excitant. Et en parallèle, moi, on utilisait beaucoup GitHub chez Sunrise et après chez MS. Il y a d'ailleurs Microsoft qui a racheté GitHub dans la foulée quelques années après. Et en fait, j'avais buildé une app qui s'appelait GitScout qui permettait à plus des designers ou des PM d'avoir une espèce d'inbox de GitHub, donc très orienté communication, un peu enlever toute la partie coding pour être plus près des ingés et essayer de travailler. C'était une Mac app. Et donc, ça avait pas mal pris. On avait beaucoup d'users. Et à cette époque-là, moi, je lève des fonds sur ce projet-là pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait aller, étant donné qu'on était basé sur l'API de GitHub. Il y a Notion qui commençait un peu à arriver. Le marché était un peu en train de changer. Je pense que les gens cherchaient un peu des nouveaux tools. Et je rencontre les gars de Linear qui sont encore en full-time dans leur boîte, mais qui commencent à avoir des idées un peu de trucs à builder dans ce space-là. Bref, et je repars de New York, je rentre en Europe, je fais du free pendant quelques années et en fait, on était resté en contact avec les fondeurs et au moment où ils commencent à démarrer, ils avaient un léger prototype et en gros, ils m'ont appelé en me disant voilà, est-ce que vu que tu connais bien le marché, que tu avais un peu une vision là-dessus, est-ce que ça t'intéresserait de bosser sur Linear avec nous. Le founder Carrie était un des lead design chez Airbnb à l'époque, mais bon voilà, en tant que CEO, il pouvait pas assumer forcément. Il avait mis quelques bases en design, mais l'idée c'était de construire de A à Z en fait le produit et la brand à l'époque. Donc j'ai opéré pendant 1 an et demi, 2 ans solo en design avec la team. Et après, on a recruté notre premier designer plus pour la partie web. C'est vrai que nos sites ont pas mal marché. On avait un peu, c'était un peu la mode du dark mode pour les sites. C'était un peu nouveau. Donc, on avait pas mal de buzz. Et c'est vrai que nous, Manodance à la base, qui est très tech. Donc, c'est vrai qu'avoir un beau site et tout, c'était un truc qui nous faisait kiffer aussi, même personnellement en interne. Et ça marchait bien niveau market. Donc, on a pris un designer pour s'occuper vraiment de cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de contenu web concret. Et on internalise tout. Donc, en fait, le marketing, on avait envie de le gérer nous-mêmes, la brand nous-mêmes. Donc, ça faisait sens d'avoir un designer. Et là, depuis 2 ans et demi, on a bien grossi la team design. Là, on a 7 product designers en tout avec moi, répartis entre les US et l'Europe. Nous, on a une team qui est split en fait au niveau même product aussi pour qu'on puisse opérer sur les mêmes time zones, quoi. Donc voilà, quoi. Donc super cool, plein de nouveaux challenges encore pour nous. On aimerait bien aller un peu titiller Notion sur la partie document. Voir un peu les nouveaux moves qu'il y a en AI qui se font. On a beaucoup de requests, comment intégrer des agents dans Linear, ce genre de choses. Donc là, c'est des trucs sur lesquels on bosse assez en ce moment. Et aussi, Scale, un produit qui à la base s'adresse à des petites startups qui maintenant utilisent. On a des utilisateurs qui sont plus de 2000 sur la plateforme. Notre objectif, là, c'est de pouvoir accueillir 13 000 personnes en live sur Linear d'ici la fin de l'année. Donc là, voilà, on est plus dans des
problématique de comment tu scales une SaaS sur des autres enterprises. Donc là, c'est clair, pour ceux qui sont passés par là, vous imaginez un peu les challenges que ça a, tout en gardant aussi une audience small startup. Donc voilà, il y a pas mal de sujets en termes de design pour nous encore en ce moment. Et Énorme. voilà. Trop cool. Écoute, merci pour le petit rundown. Ouais, on comprend que t'es pas sorti de nulle part en fait. C'était pas. Ils sont venus te chercher. C'était ton réseau new-yorkais en gros. Et moi, je suis assez curieux. Effectivement, il y a eu pour ceux qui ont pas suivi, mais votre landing page, c'était un banger, mais monumental. Le moment où elle est sortie, les gens ont tous commencé à essayer de copier. La landing linéaire. Tu peux peut-être nous dire un peu d'où c'est sorti. Tu parlais du dark mode, effectivement. Comment vous avez créé ce crack? Je pense que pour ceux qui étaient là à l'époque un peu, on était très dans un move. Slack avait un peu mis des standards. On avait beaucoup des grosses illustrations. C'était un peu la mode dans le SaaS, un truc un peu playful. Donc nous, on a voulu être un peu radical. En fait, la vision de linéaire de manière générale, c'est de dire, OK, c'est un outil pour les pros, pour des gens qui savent ce qu'ils font. Donc en fait, on voulait être un peu plus straight to the point en mode, voilà, c'est quoi les core features, pourquoi tu peux utiliser le produit. Donc c'était beaucoup, on a un peu viré l'illustration, on voulait montrer le produit on pense qu'on a un produit assez cool. Donc l'idée, c'était quand même de le mettre en valeur principalement. Et donc, en fait, finalement, la landing, c'est un truc qu'on avait fait en 2 jours parce qu'il nous fallait une landing à l'époque, assez simple. Et je pense que la simplicité, c'est ça qui a un peu parlé aux gens aussi. On était sur des trucs super chiadés avec beaucoup de bullshit, beaucoup d'illustrations, etc. Et on est retourné sur un truc beaucoup plus simple. Et c'est vrai que maintenant, bon, c'est un peu le challenge dès qu'on fait une nouvelle landing, c'est de dire, OK, il faut que ça soit copié par tout le monde. Donc, c'est un peu, c'est un peu le brief maintenant qu'on a toujours. C'est vrai que ça nous a vachement aidé. On a même été un peu, on avait même donné accès à nos Figma à l'époque. On avait même expliqué comment on buildait le truc. Il faut savoir que voilà, ça fait un peu partie de notre brand aussi. Nous, on est là en mode, voilà, il faut build des better products. C'est vraiment ça notre tagline. Et donc, voilà, forcément, l'idée, c'est de faire kiffer un peu les ingénieurs ou en tout cas notre public core ou designer en disant, voilà, on peut faire des trucs cool, même dans un outil. Enfin, il faut quand même voir qu'on est un outil assez boring, quoi. Le project management, c'est pas non plus le truc le plus sexy de la Terre. Donc, notre challenge, c'est un peu de le rendre intéressant ou en tout cas d'essayer de casser un peu les codes au départ. Bon, maintenant, c'est devenu un peu le standard. On est plus trop dans ce rôle-là. On essaye de chercher des idées pour un peu continuer cette traîne, mais là, on voit plus des nouvelles boîtes qui sont dans cette traîne et c'est cool de voir un peu que le web, il y a beaucoup de choses à faire encore et je pense qu'il faut sortir un peu des formats des fois. C'est un peu une force aussi en termes de brand de faire ça. Ouais, et vous êtes totalement dans cette trend où effectivement les outils SaaS B2B c'était l'enfer, les features qui se stackaient, aucune volonté de faire de l'UX un peu simple et léché. Euh, ouais, je trouve linéaire, c'est vraiment, vous avez été un peu l'exemple de SaaS B2B qui file une émotion, quoi. Et ça, c'est très, très cool. N'hésitez pas à balancer vos questions d'ailleurs dans le chat, hein, on pourra les prendre au fur et à mesure pour Adrien. Euh, ce que je comprends aussi, c'est que tu as, quand même ouais, un peu à de corse ce profil de funding. Tu as bossé aussi sur la partie brand au démarrage avant de te faire aider. Euh, Peut-être ouais, sur le rôle de funding. Pour toi aujourd'hui, c'est quoi un bon funding designer? Qu'est-ce qu'il doit apporter? Il doit être ultra généraliste et apporter aussi bien la brand que la simplicité UX, que le pixel perfect UX. Je pense qu'il Tu cherches quoi, toi? y a plusieurs bases. L'idée, en fait, c'est de manière générale, je pense que c'est déjà de comprendre voilà, à quel marché vous adressez. Il y a un gros problème pour moi, des fois, de déconnexion entre le business et le design, des fois, dans certains profils. Je pense que le rôle, déjà, c'est de comprendre à qui vous parlez. Et nous, par exemple, dans notre cas, je vais prendre l'exemple de Linéaire parce que c'est plus simple pour moi, mais voilà, on a une idée, c'était que notre focus numéro un, c'était comment que les ingénieurs qui actuellement utilisaient Jira ou des tools qu'ils n'aimaient pas utiliser, comment demain matin, ils peuvent se retrouver face à nous et se dire, tiens, enfin, il y a un produit qui me parle. Donc, en fait, une fois qu'on a défini plus ou moins cette stratégie, en tout cas pour les premières années, l'idée maintenant, c'était de se dire, OK, qu'est-ce que les ingénieurs ils font? Si tu ouvres un tool d'engineering, par exemple, la plupart des mecs sont en dark mode. Donc, en fait, c'est réutiliser des codes qu'ils ont. On avait fait pas mal d'un peu de néo-vintage aussi. Je pense qu'il y a toutes les modes des claviers un peu hardware qui revenaient à l'époque. Il y a en fait, tu as plein d'éléments sur ton marché que tu dois identifier. Donc, après, si tu parles à d'autres audiences, c'est aussi comprendre
qu'est-ce que c'est leur quotidien, qu'est-ce qui les fait kiffer à la base dans leur métier, en fait, de dire, voilà, moi, j'ai envie de builder rapidement, j'ai pas envie de me prendre la tête à créer des tâches, parce qu'en fait, tout ce qui est le focus, c'est le build de mon produit, finalement, et pas me faire un super beau Jira ou passer du temps à organiser mes projets. J'ai envie d'avoir un truc qui follow vraiment ce que j'utilise actuellement. Les intégrations, par exemple, qu'on a faites au début, c'était parce que c'était GitHub. On est toujours assez reward sur l'intégration GitHub qu'on a fait un peu plus deep que les autres concurrents, par exemple. Et donc déjà, c'est de comprendre de base quel est ton core user, qu'est-ce qu'il aime, et en fait, lui parler à fond. Donc en fait, l'exemple de Linéaire, nous, des fois, on voit des gens qui nous copient notre site pour parler à une audience de comptables. Et en fait, je me dis toujours, mais mec, genre le comptable, il en a rien à foutre du GitHub, quoi. Je veux dire, il faut, je pense, justement comprendre ça. Et en fait, si tu vas deep là-dedans, tu vas forcément un peu plus trouver ton identité et pouvoir justement à peu près jouer avec les codes de qu'est-ce que c'est le marché actuellement, quelle est ta compétition et où est-ce que ta compétition justement elle a un lac de brand love parce que la plupart des SaaS en fait c'est un peu des copier-coller, ils vont sur Product Hunt, ils regardent les top landing pages et ils copient. Ça c'est une erreur en fait. L'idée c'est de comprendre à qui tu parles, quel est son langage et comment tu vas lui montrer un truc qu'il a jamais vu avant ou en tout cas qui va lui parler très rapidement en se disant ah ok mais ça correspond exactement à moi, ce qui m'excite au quotidien de faire comme boulot, quoi. Et ça, c'est le plus gros travail. Et une fois que tu as réussi à peu près à définir cet écosystème, alors nous, on avait un Figma dans lequel on dropait des images, des outils qui nous faisaient kiffer, des sources d'inspiration, des trucs comme ça. Et c'est un peu notre brand book. Alors, c'est pas du tout organisé, mais c'est vrai que les premières années, dès qu'on devait créer une nouvelle interface, créer un nouveau site, on revenait un peu à ce truc de base qu'on s'était donné en disant, tiens, c'est ça l'origine en fait de Linéaire, c'est ces 3 écrans d'un vieil ordi et d'une Commodore et de dire tiens comment on peut donner ce feeling un peu néo-vintage encore dans le produit. Et en fait, cette brand, elle va évoluer forcément au fil du temps. Là, actuellement, on a une audience qui est beaucoup plus PM, qui est beaucoup plus enterprise. Ils ont toujours cette passion de vouloir des startups. Donc, en fait, on leur donne un peu ça dans notre brand, mais on évolue en fait aussi. Et ça, c'est, je pense, le rôle du founding, de comprendre que ce que tu vas builder actuellement, c'est des fondations qui doivent être assez sérieuses parce qu'en gros, ça va être les 2 prochaines années de ta boîte. Mais par contre, faire l'effort tous les 6 mois de revenir un peu sur ta brand en disant, OK, comment je pourrais légèrement l'améliorer parce que mon audience, elle a évolué, parce que le marché a évolué et garder l'origine de ce que tu as fait, mais se dire, tiens, comment maintenant, cette brand-là, on peut la communiquer à des gens qui sont peut-être des nouveaux utilisateurs du produit qu'on n'avait pas à la base. Donc ça, c'est un peu un rôle qu'il faut avoir en founding. Et surtout, tu deviens un peu la base de connaissance du produit, c'est-à-dire que tu étais là depuis le début. Quand tu as des nouveaux designers qui arrivent ou des nouveaux dans ta team, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises au fil du temps, qui n'ont pas forcément été documentées. Donc, ton rôle, c'est justement aussi de pouvoir expliquer pourquoi tu as construit ça comme ça, etc. etc. Donc, il y a cette partie-là qui est très importante. Et ouais, forcément, après, c'est un rôle un peu multicasquette. Moi, à la base, je suis plus un mec du produit quand même. Mais c'est vrai que la brand, elle doit être corrélée au produit. C'est-à-dire que l'expérience, ce que je vois aussi souvent dans beaucoup de produits, c'est une landing page peut-être super brandée par une agence, la dernière agence super cool. Et en fait, tu rentres sur le produit et là, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas les mêmes couleurs. Et ça, je pense que c'est un peu une erreur que les gens font dans la tech. C'est tu vas sur la landing page d'Apple, tu ouvres ton iPhone, tu as un peu le même feeling. Ils t'ont déjà montré les features. Et donc ça, c'est, je pense, la manière la plus simple de faire de la brand, c'est de se dire que ça doit être la continuité de ton produit finalement et que cette brand, elle doit correspondre un peu à ce que tu vas vendre derrière. On le voit dans le luxe, par exemple, là, les marques de luxe. Ouais, la cohérence. Le truc, la cohérence. Et en fait, si tu te bases sur ton produit, ça va beaucoup plus être simple pour toi de définir ta brand que des fois, tu es un peu perdu sur les trends de design. Il y a beaucoup de trends, il y a beaucoup de trucs que tu trouves stylés en tant que designer. Moi, j'adore voir des produits qui sont pas tech. Mais est-ce que ça va correspondre à ton audience? Est-ce que c'est ça qu'ils ont envie de voir? C'est encore une fois des choix qui doivent être faits en fonction de tes users, quoi. Ouais, clairement. Hyper intéressant ce que tu disais justement de pas aller pomper tout le travail d'une marque qui a rien à voir avec ton domaine avec ton marché en fait, en te disant juste ah c'est cool, vas-y je vais l'appliquer à la compta. Et il y a Loan qui réagissait avec une question qui a été upvotée déjà 20 fois. Apparemment tu mentionnais dans un podcast que vous n'avez pas de design system. Et du coup ouais comment est-ce que vous faites en sorte quels sont les avantages du coup de cette approche où en gros tu n'as que le code comme unique source de vérité pour le design
Quels sont les Ouais. inconvénients aussi? Bon, alors, gros sujet. En gros, l'idée, en fait, je pense que le pilier de base qu'il faut avoir, c'est que ce qui est en prod et ce que vos users voient, c'est le seul truc qui est important. C'est-à-dire que c'est le produit que vous utilisez, c'est le produit que les gens vont utiliser, c'est ça qui existe, c'est pour ça que les gens payent ou en tout cas reviennent quotidiennement dessus. C'est la base en fait. Tout ce qui est autour de comment on arrive à produire un produit comme ça, que ce soit le design system, les outils de design que vous utilisez, le code que vous faites, les librairies, etc. Pour moi, c'est complètement anecdotique dans le process. C'est vraiment la manière que vous avez envie de vous organiser, comment vous voulez voir les choses. Après, mes conseils et ce que je vois un peu over time dans ma carrière, c'est que quand vous êtes une startup assez early, et en fait, finalement, nous, on considère qu'on est assez early, par exemple, sur des sujets comme l'enterprise ou, par exemple, sur l'IA actuellement, il faut considérer que vous êtes plus dans un rôle de testing. Donc, vous avez une idée. L'idée, c'est de la shipper la plus vite possible, peut-être à quelques users. C'est pas forcément de la shipper en prod tout de suite. Et vous avez envie de tester rapidement, de savoir si les gens aiment bien cette fonctionnalité ou pas, ou ont envie de l'utiliser, ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter. Et en fait, souvent, le problème d'avoir un design system, enfin, en tout cas, nous, c'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu de design system, c'est qu'en fait, si vous regardez les premiers écrans du produit il y a 4 ans, 5 ans, et que vous voyez Linéaire actuellement, il y a eu énormément d'évolutions. Il y a plein de choses qu'on est tout le temps en train de refine, des petits éléments du à droite, des interactions, etc. Et donc, en fait, on n'a pas d'intérêt à créer un design system qu'on sait qu'on va péter peut-être dans 2 semaines. Et en fait, moi aussi, même d'un point de vue plus méta, limite, j'ai l'impression que le design system, ça bloque l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez commit sur un design system il y a 6 mois, demain matin, si vous vous rendez compte qu'en fait, en UX, il y a un nouveau truc qui peut être chambé dans votre app, si vous entendez des discours qui vous disent ouais, mais en fait, le design system, il nous bloque de faire ça, le user, il s'en fout complètement de votre design system. Je veux dire, le user, il veut juste savoir si ça fait du sens quand il utilise le produit, que ce soit pas perdu. Mais amener une nouvelle UX, un nouvel écran, si ça doit exister que dans le cadre d'un design system, ça peut grave vous bloquer en termes d'innovation. Et je pense que c'est pas grave d'avoir. Alors, il y a design system, design system. Nous, on a un système de fonte, on a un système d'icônes qu'on utilise, on a des couleurs. À la base, voilà, c'est juste ça. Il y a quelques éléments, des boutons, etc., qu'on peut avoir qui nous permettent des fois de designer un peu plus vite. Mais le reste, en tant que designer, moi, j'aime bien quand je démarre un projet, me dire, OK, je prends la page blanche et je réimagine le produit comme si je devais le créer sans la dette actuelle qu'on a. En fait, ça, c'est surtout un truc qui est aussi à comprendre, c'est que si vous utilisez que patcher ce que vous avez actuellement, l'évolution, elle va être très légère et vous n'allez jamais vous challenger à vous dire, tiens, en fait, finalement, après tous ces 6 mois qu'on vient d'apprendre comment les gens créent un projet, d'un seul coup, est-ce que finalement, le truc le plus obvious, ça serait pas d'avoir peut-être un live editor en texte. Nous, on a shippé un truc il y a un an qui est une project page qui est un doc. À la base, un projet, c'était une liste d'issues, quoi. C'est-à-dire, si j'avais respecté mon design system, je mettais en fait des issues. Enfin, en fait, j'étais vachement bloqué avec ce genre de truc. Et je pense que chaque feature que vous faites en termes de design doit être le truc le plus naïf possible en se disant, OK, je suis un utilisateur, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là? Donc ça, pour moi, c'est ça le gros problème que je vois avec le design system. En plus, on a opéré de manière assez restreinte en termes de nombre de designers. Donc en fait, moi, je n'avais pas juste le temps même de faire ça. Après, je vous avoue que c'est jamais été ma grande passion de faire du design system. Et pour moi, à la limite, le design system, il est peut-être plus aux côtés des ingénieurs. Et franchement, pour remettre un peu le nez dans le code ces derniers mois, il n'y a pas beaucoup de design system chez nous. Et l'idée pour moi, je pense, c'est d'aller très vite et au plus rapidement de construire les trucs. Et donc, si vous avez le temps de faire du design system, c'est que, à mon avis, il y a un sujet que vous décidez de pas adresser, quoi. Ouais, hyper intéressant. T'es assez radical. Quand on a préparé cet épisode, on a parlé plein de sujets et je trouve que vous avez des approches très contrariennes. Vous avez plein de choses, notamment du recrutement. On va en parler juste après. Mais il y a un truc qui m'étonne effectivement, c'est que on n'a pas beaucoup parlé d'IA. Il y a Charlotte qui relevait le point justement et qui est curieuse de savoir, et moi aussi, un peu votre approche de l'IA. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rué dessus comme tout le monde? Comment est-ce que vous envisagez de l'intégrer dans Linéaire aujourd'hui? T'as intégré quoi? L'IA, c'est ça? Ouais.
Alors nous, on a un peu pris notre temps. En fait, on a déjà des features d'IA qui existent depuis assez longtemps. Si vous créez une issue, on vous proposait déjà des labels, des assignees, on checkait les doubles. Donc on a toujours utilisé des petits LLM pour faire ça depuis pas mal de temps. On a un peu une approche, nous, à la base, sur lequel on a un peu de train de changer, où on se disait, OK, c'est cool l'IA, mais en fait, brander IA, c'était pas notre value proposition, nous, c'est que les gens puissent s'organiser rapidement. Donc, en fait, on était plus dans l'idée de dire, tiens, on peut cacher de l'IA un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont faits en IA, mais qu'en fait, en termes d'expérience utilisateur, tu le vois juste comme une recommandation sans qu'il y ait forcément un truc à la Apple Intelligence qui brille avec des gradients partout pour dire il y a de l'IA. Ça nous fait un peu toujours flipper parce qu'on on n'a pas envie de vendre de l'IA parce que il faut faire de l'IA. Après, là, on a eu une deuxième phase dans laquelle on a vu des gens utiliser beaucoup l'IA pour faire de l'analyse, par exemple, il y a un projet qui est en cours, il y a un PM qui reçoit 10 updates par jour, il a besoin de mettre un summary en IA, par exemple, de ce qui se passe en termes d'information. Donc, les gens le faisaient un peu manuellement, ils exportaient la donnée, ils le balançaient dans le chat GPT, etc., etc. Donc, on a un peu pris le pari de dire on va attendre un peu de voir quels sont les trends, comment les gens utilisent ça. Nous, on faisait des tests, bien sûr, en interne, de voir un peu comment ça peut fonctionner. Un des trucs qu'on a réalisé, c'est que l'IA, c'est bien pour faire des summaries, mais il faut quand même bien la fine-tuner pour essayer que ce que tu vas générer comme texte, déjà, enlève pas de l'information. On est quand même un logiciel de communication, donc l'idée, c'est que si tu fais du reporting avec une IA, tu vas être sûr que ton CEO ou ton head of product, ils reçoivent quand même les bons signaux. Et on voyait un peu l'IA des fois cacher de l'information ou des fois c'était des raccourcis un peu de résumé. Donc on essaye de là on va sortir une feature dans laquelle on intègre cette IA qui te permet un peu de résumer, de voir un peu ce qui se passe dans ton workspace en tant que PM, un peu à the glance tous les jours tu auras un espèce de reporting en IA. Mais on a un peu laissé nos users de tester de l'autre côté, voir les modèles, voir la manière dont ils utilisaient ça. Donc ça c'est clairement un truc sur lequel on est en train de bosser. Et après, il y a le gros sujet des agents. Clairement, on pense qu'on a une place un peu de luxe par rapport aux agents où en fait, actuellement, on aimerait bien arriver à traiter un agent comme un employé lambda. C'est-à-dire que si tu as une issue, tu puisses signer un agent et que l'agent il puisse interagir avec Linear. Donc ça, c'est clairement notre vision sur l'IA. Ça peut être l'interface justement dans laquelle tu peux manager tous les agents que tu utilises au quotidien dans une app qui ressemble en fait à une app que tu utiliserais pour manager tes gens. C'est-à-dire qu'en fait, traiter un agent IA comme traiter un employé, c'est un peu notre pari. On a déjà des signaux forts que c'est un peu là où les gens nous attendent. Donc clairement, là, on essaye de l'intégrer dans le produit. Ça va se faire un peu au fil du temps. Mais on a aussi... Ouais, ouais. Bah, enfin, ta direction vraiment sur la dimension de l'interface, effectivement, là, de l'interconnexion entre les agents et les humains, ça c'est effectivement un truc de ouf. Tu as un avis, toi, sur l'avenir justement des interfaces? Qu'est-ce que tu vois Clairement. nous, un En peu fait, de cristal, balance-nous j'ai pas de boule de cristal. En fait, nous, ça fait quelques mois qu'on fait pas mal de calls avec des gens de chez OpenAI, Perplexity, etc., des designers. On a un peu pris ça comme un sujet nouveau sur lequel on est arrivé vraiment en mode ingénu. Tiens, comment vous bossez, etc. Donc là, je vais plus vous réciter un peu ce que j'ai entendu. J'ai pas un avis ultra carré pour l'instant dessus, mais je pense qu'on est revenu à quelque chose d'assez marrant où en fait l'engineering est plus en train de leader le design que actuellement le design lead engineering, c'est-à-dire que l'AI en fait c'est très abstrait en fait à la base, c'est très dur de designer pour une AI. Tu as plus envie de connecter ton AI dans ton produit, de lui demander de te générer des trucs et en fonction de ce qu'il te génère, d'avoir un système de design qui puisse justement lui fournir les pistes de UI qui fassent que la data qui va ressortir puisse faire du sens. Donc en fait, on est revenu à quelque chose de encore plus lean où actuellement, en fait, finalement, le designer, il intervient un peu dans un deuxième temps. Alors, on le faisait déjà sur certaines features. L'idée, c'est plus actuellement de laisser les back-ends ou les front-ends builder des features IA qui leur parlent, que ce soit sur de la review, que ce soit sur de la summary de texte, sur de la search, etc. On essaye vraiment d'avoir un truc super raw qu'on peut tester, vraiment dégueu, il n'y a pas de design, il n'y a rien, voir un peu les résultats, qu'est-ce que l'AI est capable de générer en testant nous-mêmes en fait les fonctionnalités. Et derrière, avoir justement le recul en tant que designer sur voilà ce qu'on va avoir comme contenu.
parce que tu sais jamais ce que l'AI va te générer, en fait, finalement. C'est ça qui est un peu, c'est très dur de designer en disant, voilà, l'AI va me générer un truc de 10 lignes avec 3 données. Non, en fait, des fois, tu vas avoir des reportings qui sont super intéressants et on veut laisser un peu les modèles être libres avec le set de data qu'on leur donne et se dire, ah ok, en fait, avec ce truc-là, tu peux générer un truc beaucoup plus intéressant. Et le design, justement, l'idée, c'est plus d'arriver dans un deuxième temps et en prenant voilà, des trucs super basiques, super bruts, se dire, ok, comment maintenant on peut le rendre un peu intéressant avec la donnée. Donc, c'est plus repartir vraiment de la tech que vous avez. Et ça, je pense que ça peut être une approche design assez généraliste, c'est-à-dire que souvent les ingés, ils ont une connaissance du produit qui est beaucoup plus avancée que vous en design parce qu'ils voient tous les points qui se connectent, ils voient comment les bases de données se connectent à certains trucs. Donc, ils ont accès en fait à toutes les fonctionnalités que vous pourriez vous utiliser en tant que designer et qu'elles fassent sens pour un utilisateur qui soit nouveau et qui arrive en disant, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec votre produit, quoi. Et donc, c'est un peu un changement de paradigme par rapport à ça. Et le deuxième, là, ça va être un sujet plus purement de task. C'est vrai qu'actuellement, avec des outils à la Cursor, même si vous n'avez jamais fait trop de code, vous avez des trucs super basiques, vous pouvez en fait finalement accéder. Nous, on a une app quand même qui est assez tough en termes de stack technique, etc. Moi, j'ai pas du tout la prétention de dire que je comprends tout ce qui se passe en back et tout chez nous, mais avec des outils d'IA, maintenant, je pense que c'est aussi super simple de prototyper des produits qui vont utiliser la vraie donnée utilisateur. Et ça, c'est un gros problème que vous avez quand vous designez. Et surtout, nous, imaginez, on a des listes d'issues, de 10 000 issues avec des graphes en live, etc. Quand tu designes un truc, bon, bah voilà, c'est les mock-ups, c'est toujours sympa. Le nom du mec, il fait 5 lettres. La date, c'est toujours la même, etc. Mais quand vous commencez à intégrer des données réelles d'utilisateurs dans votre produit, nous, on a un petit plugin Figma qui, en fait, pool des données linéaires qu'on intègre directement dans Figma, par exemple. Tu te rends compte que tu as beaucoup de edge cases qui apparaissent, que tu as plein de trucs qui vont être pétés, etc. Et je pense que actuellement, on a plus avec les outils de coding qui sont quand même super simplifiés maintenant. Moi, j'ai plus le réflexe maintenant d'ouvrir la prod, de plugger mon cursor, de tester si je dois fixer 3 boutons et 2, 3 alignements. En fait, je vais pouvoir faire une PR en 5 minutes, là où c'est vrai qu'actuellement, il y a 1 an, c'était hors de question que je rentre dans du React, etc., que je fasse ce genre de truc parce que je n'avais pas du tout les compétences. Donc, je pense qu'on revient un peu à des rôles où en iOS, par exemple, chez nous, Gavin, il a pris, grâce à ChatGPT, un gros level en Swift. Et c'est vrai que des fois, il va nous livrer un prototype. Alors, c'est hard-codé, c'est pas du tout vraiment avec des données live, mais pour le prototyping, etc., moi, je trouve que l'IA, c'est vraiment, vraiment charmé pour le design, où maintenant, vous pouvez commencer à builder des petites apps rapidement pour tester des interactions, etc., avec du code, sans avoir des connaissances de dingue. Je ne sais pas si vous avez testé V0, vous uploadez un Figma, vous avez quand même des résultats qui sont quand même assez fous. Et donc, je pense que le designer actuellement aussi, avec l'IA, c'est aussi remettre le nez dans le code, remettre le nez dans la source of truth qui est votre produit, et vous dire qu'en fait, finalement, vous pouvez peut-être retourner un peu là-dedans. Et je pense qu'on revient un peu à ce... Moi, je vois beaucoup de profils design, coding actuellement apparaître, surtout dans les boîtes de AI, où je pense qu'il faut se remettre un peu à la page sur ces questions-là, ou en tout cas un peu tester ces outils-là, parce que clairement, votre rôle, en fait, actuellement, il va limite peut-être être de refaire un peu de code, ou en tout cas de comprendre que vous pouvez générer des trucs assez simplement, quoi. Et des fois, il y a Figma, c'est un peu limité pour ça, où générer des grandes listes avec beaucoup de données, bah, finalement, c'est plus facile de les faire en code qu'en design, quoi. Ouais, tu parles de changement de paradigme, et effectivement, on touche à un truc qui est assez profond à travers l'explosion des startups IA, le fait que tu as des boîtes qui explosent avec des toutes petites équipes. J'aimerais qu'on en parle de ça. C'est un peu l'application ultime du Lean Startup appliquée aux organisations. En une punchline, moi, typiquement, tu vois, je parle avec des founders toutes les semaines qui recrutent, et c'est toujours le même truc qui revient. Je veux faire 100 millions d'ARR avec moins de 50 pers, c'est ça l'objectif. Toi, tu le vois, tu es entre un peu la culture tech européenne et aussi US. Je pense qu'il se passe des trucs avec un petit peu d'avance aux US. J'aimerais bien déjà avoir ta vision sur est-ce que ce truc est une révolution au niveau des organisations dans la tech ou c'est un épiphénomène? Qu'est-ce que tu observes déjà globalement à ce sujet? Euh, alors c'est assez marrant parce que il y avait en fait, si vous regardez un peu dans l'histoire, il y avait, je crois que l'IPO de eBay, ils sont 50 gars, je crois que c'était un truc comme ça. Donc en fait,
Ça a toujours un peu existé, je pense, dans la tech US, des boîtes style Insta qui se font acheter 1 milliard, ils sont 7, ce genre de truc. Il y a toujours eu, je pense, quelques exemples un peu dingues comme ça de boîtes qui ont existé dans le passé parce qu'ils avaient des super teams et que les mecs ont exécuté super vite et que le fait d'être petit leur donnait aussi beaucoup plus de rapidité dans les process. Et c'est vrai que là, avec les AI, maintenant qu'en fait, vous pouvez en une soirée générer une landing page qui soit quand même super canon et que vous pouvez l'intégrer et la sortir, versus peut-être à la base, c'était peut-être une semaine, j'en sais rien. D'un seul coup, c'est vrai que les gens qui n'ont pas peur de tester des nouveaux trucs, d'utiliser des nouveaux outils et de se faire confiance dans leurs décisions produits, vont avoir un avantage de dingue face à des teams qui n'ont pas du tout intégré ces outils-là et qui sont complètement en train de travailler, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire d'essayer des fois de faire trop de réunions, trop de meetings et de pas valoriser le fait de shipper rapidement. Celui qui ship en premier actuellement, je pense, a un avantage de dingue. OpenAI, par exemple, c'est un exemple. Ils sont arrivés en disant, voilà, bam, on a un chat, vous pouvez parler avec une AI. C'est un des premiers à l'avoir sorti en public rapidement. Ça fait que maintenant, c'est la référence, alors qu'il y a peut-être des modèles beaucoup plus puissants sur le marché, mais vu qu'ils sont les premiers et qu'ils ont sorti rapidement des trucs et qu'ils ont itéré en live, les premiers modèles n'étaient pas dingos, si on s'en rappelle. Maintenant, ils sortent, quand vous choisissez votre modèle, vous en avez plus d'une dizaine. Ils ont grave accepté le fait de sortir quelque chose rapidement qui était un peu broken. Et moi, je prends Cursor en ce moment, c'est, je pense, la boîte que je regarde le plus à ce niveau-là, où les gars se sont dit, OK, on va sortir, on va prendre un Xcode, on va foutre de l'AI dedans. Les premières versions de Cursor, c'était quand même pas fou. Mais c'était les premiers et ils sont arrivés en disant, voilà, nous, on pense que c'est ça le nouveau paradigme. Voilà, maintenant, on a envie de parler avec une IA. Et je pense que ça a complètement révolutionné notre manière d'utiliser des outils et que, en fait, si vous prenez cette trend-là, vous pouvez créer des produits dans des industries à l'époque où vous ne pouviez pas raise de cash. Moi, je le vois, je pense qu'il y a plein de marchés à disrupt en ce moment parce que à l'époque, si vous voulez être le Airbnb, j'en sais rien, de whatever sujet, quoi, de mise en relation, il y avait des marchés qui étaient trop small parce qu'il fallait recruter 10 ingés, il fallait avoir un back-end pour le faire. Là, maintenant, vous pouvez être deux et avoir une app géniale qui tourne sur des small marchés, en fait. Donc, on arrive un peu dans ce nouveau truc où, en fait, on peut builder rapidement. Et le vrai sujet pour moi, il est la profitability. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai sujet qu'on voit actuellement, il y a eu une grosse période où vous pouvez lever du cash à fond sans ramener 1 euro à la maison. Là, maintenant, les investisseurs, ils sont un peu plus flippés par rapport à ça. Et même limite, vous pouvez maintenant créer des boîtes sans lever d'argent, quoi. C'est un peu le sujet actuellement. Donc là, on redevient sur en fait un business plus à l'ancienne, quoi. On gagne de l'argent, on peut recruter. Et pourquoi est-ce que si on arrive à générer 10 millions à 4, pourquoi on va recruter 200 personnes? Quel est l'intérêt? Et donc, Ouais, de fou. ouais, et donc, je pense qu'en termes de designer, il y a justement un truc vachement intéressant à comprendre par rapport à ça. C'est qu'en fait, si vous êtes prêt à vous intéresser vraiment dans des fondamentaux d'une industrie et que vous avez des idées un peu radicales et que vous êtes prêt à construire un truc là-dedans, je pense qu'il y a plein de fondeurs qui sont très intéressés de vous rencontrer. Le truc, c'est de vous intéresser à des produits. Et ce qui est, encore une fois, le truc à comprendre, c'est ce que l'utilisateur va voir le plus important. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'intégrer dans la manière dont vous designez un produit une expérience complète entre j'ai cette brand-là qui me raconte ça et quand je vais sur le produit, voilà ce qui se passe et que ça, vous le comprenez que tout, c'est un ensemble de choses en fait en termes d'expérience. Vous êtes clairement dans une position de founder, de founding design et vous pouvez disrupt une industrie à 4-5. Donc, c'est excitant. Je pense que enfin, voilà. Et dans la très grande majorité de ces projets, il y a un founding designer de toutes ces boîtes, j'ai l'impression. Par contre, c'est pas le profil de designer qu'on voit partout. C'est un profil très early stage, très entrepreneurial, assez capable effectivement de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans le code souvent. Toi, tu vois quoi comme point commun justement chez les founding engineers de ces boîtes-là et que tu avais peut-être aussi toi chez Linear? Il y a quand même des choses assez spécifiques qui remontent, j'ai l'impression. En fait, je pense que le premier truc que nous, on teste chez les candidats, chez nous, et qu'on essaie de garder, c'est qu'on veut des gens qui aient un avis sur quelque chose. C'est-à-dire que si, par exemple, quand on fait une campagne marketing, etc., on va la partager et on aime bien voir des ingénieurs, des sales, des designers qui vont réagir et donner leur avis
par rapport à un sujet finalement qui n'est pas censé être le leur à la base. Et nous, ce qu'on teste vraiment chez les gens, c'est est-ce que les gars ont des opinions. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec les opinions qu'ils nous partagent, mais l'idée, c'est qu'on veut des gens qui croient en quelque chose, qui ont une opinion stricte, en disant, moi, je pense que ça, c'est la meilleure truc de le faire, et qui vont, au lieu d'attendre qu'on leur dise, bah vas-y, fais-le, le faire naturellement. Et après, ils vont peut-être se tromper, on va peut-être apprendre ensemble, on va peut-être discuter et changer d'avis. Mais l'idée, c'est que quand vous arrivez et que vous êtes designer et founder, vous devez avoir une idée précise. Vous avez parlé à ce user, vous pensez que c'est ça le nouveau truc à builder. Vous devez, dans la journée même, avoir déjà fait un prototype, tester le truc et dire, OK, je pense que c'est ça le truc à faire. Et pas attendre de dire, ah oui, attends, est-ce que c'est peut-être ça est-ce que Vous devez avoir une opinion en permanence. Être opinion, ça veut dire que vous avez donné une direction à votre boîte et en tant que founding, vous devez en permanence donner une nouvelle direction. Et c'est pas grave si vous vous trompez. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de proposer quelque chose de fort à vos collègues, à votre team, et que vous voulez que toute votre team s'intéresse à ce que vous faisiez et vous donne du feedback et vous dites, ah non, mais moi, je suis pas d'accord, ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, votre rôle, c'est en permanence d'avoir cette feedback loop continue entre les utilisateurs et votre team, de faire évoluer, en comprendre qu'est-ce que vous essayez de résoudre comme problème et comment vous êtes en train de le faire. Et ce travail-là, c'est sûr qu'il n'est pas forcément agréable au quotidien parce que voilà, vous prenez du feedback dans la gueule. Il y a des trucs qui sont pas plaisir à entendre des fois parce que vous vous êtes trompé. Mais au bout d'un moment, si vous arrivez à accepter le fait que vous allez vous tromper, mais au moins vous avez fait quelque chose, quoi. Et ça, je pense que c'est le gros problème que je vois des fois, qu'on a des fois en interview, c'est des gens à qui on va donner une tâche en disant bon bah tiens comment tu résoudrais ce truc là et qui vont nous dire non mais bon moi j'ai besoin que mon PM vienne me voir avec du feedback utilisateur. Bah, non, il est là, tu peux le lire et c'est pas grave si tu lis la moitié et que tu déjà t'as construit quelque chose. En fait, la meilleure manière de tester une idée, c'est quand même de la montrer à un utilisateur, de voir quelle est sa réaction, et c'est très très dur. Et même après 15 ans d'expérience, je sais jamais ce qui va marcher ou pas quand je sors un truc. Et c'est pas grave, mais vous êtes celui qui a shippé en premier, quoi. Et c'est ça un peu, je pense, le marché sur lequel on est actuellement, c'est celui qui ship en premier. Il va capter le plus l'attention, le plus la réaction des gens. C'est comme si voilà, les boîtes d'AI avaient attendu d'avoir des modèles qui répondent à tout pour faire leur première version. Ah, on serait toujours en train d'attendre, quoi. Mais finalement, celui qui a sorti en premier son outil en disant bah tiens, en fait, en 2 minutes, tu peux parler à une AI, et même si elle va raconter n'importe quoi, bah, il a capté l'attention, les gens reviennent, les gens retestent et ils ont créé des nouveaux workflows, quoi. On est dans un marché un peu radical en fait. Aussi bien sur le côté, quand tu regardes effectivement la direction des boîtes, tout le monde suit un petit peu, j'ai l'impression, dans la tech, le modèle Elon Musk, de petites équipes hyper violentes. On va chercher des leverages de malades sur le business. Faut être hyper opinionated, avoir de la grosse conviction. C'est ça qui marche. On demande de la transparence radicale dans les échanges. Les process aussi de recrutement sont radicaux. Lovable, j'entendais récemment, ils font un peu ce que tu m'as expliqué sur leur process de recrutement. Peut-être qu'ils se sont inspirés de vous d'ailleurs. Tu veux bien nous dire un peu comment toi tu recrutes justement les designers dans ta team? Ouais, bien sûr. Alors nous, c'est un process qui est général à linéaire, c'est pas que sur le design, c'est sur tous les employés qu'on a chez nous. Nous, l'idée, c'est on fait passer des interviews assez rapidement. Il n'y a pas forcément un nombre d'interviews prérequis. Souvent, ça va être entre 2 et 3. Et l'idée, c'est qu'on se fait une opinion de la personne en disant ok, ça pourrait le faire pour nous. Et en fait, nous, on prend la personne et on lui demande de venir bosser avec nous pendant une semaine. Donc en fait, on rémunère la semaine comme si vous veniez bosser en freelance. Et on donne un vrai projet, un truc, une idée qu'on a, soit un truc sur lequel on n'a pas trop bossé, parce qu'on ne peut pas arriver avec des convictions trop fortes. Il y a peut-être un début de design que je vais faire la veille pour voir un peu qu'est-ce que j'aime. Là, je vous prends un exemple designer et ingénieur, parce que c'est là, moi, c'est là où j'interviens en termes de recrutement. Et l'idée, c'est après, il a accès au Slack, il a accès au itinéraire, il a accès à la code base pendant une semaine, comme s'il bossait en fait clairement sur un projet chez nous pendant une semaine, quoi. Et donc, on a peut-être 2 ou 3 meetings dans la semaine avant une présentation finale dans laquelle tout le monde peut join dans la boîte. Il n'y a pas forcément c'est ouvert à tous. Et l'idée, c'est de présenter, voilà, qu'est-ce que j'ai pu designer ou construire en une semaine chez nous. Le fait qu'en fait, on ait des scopes de projets sur lesquels on ne sait pas trop où aller, forcément, il y a des trucs qui sont infaisables en une semaine, ou en tout cas, la big vision, elle n'est peut-être pas réalisable en une semaine, on ne demande pas. Mais ce qu'on veut tester beaucoup, c'est est-ce que le designer ou l'ingénieur est capable justement d'aller à l'essence même du problème qu'on essaie de résoudre
d'itérer et de se dire, OK, je vais couper dans le gras à fond. Et qu'est-ce que c'est le MVP de cette fonctionnalité, quoi, ou le truc le plus ciblé. Et l'idée, voilà, c'est ce qu'on va vraiment tester, ces trois trucs. C'est est-ce qu'il s'est créé une opinion au bout d'une semaine. Des fois, par exemple, ça peut être release 3-4 MVP de cette fonctionnalité en disant, tiens, j'ai commencé avec un truc super basique. Et en fait, finalement, en l'utilisant, j'ai réussi à l'améliorer un petit peu et à rajouter des trucs à gauche, à droite, ou j'ai peut-être testé 3-4 versions. Mais nous, ce qu'on veut, c'est voilà, que les gars déjà se soient mis à l'exécution le plus vite possible en disant, OK, bah, c'est quoi la version 1? Je vais tester juste de faire une première pierre. Donc après, il y a toute la partie où on regarde un peu comment les mecs codent, etc. Mais le truc, c'est même sur l'engineering, de voir est-ce qu'il s'est vraiment intéressé au problème qu'il était en train de résoudre, d'aller chercher l'information, de communiquer avec moi en termes de design. Tiens, en fait, je pense que ce que tu as fait, c'est pas fou. J'aurais bien aimé avoir ça. Donc, voir vraiment les opinions des gens et voir est-ce qu'ils se sont vraiment intéressés au problème et est-ce qu'ils ont réussi à scoper justement le temps qu'ils avaient, qui est une semaine, pour au moins réaliser quelque chose qui pourrait être shippable en prod. Bon, c'est large. Souvent, ça va être un feature flag dans le produit qui ne marche pas toujours à fond, mais au moins quelque chose qui est le feeling d'exister, quoi. Il y a un Et côté, qui remonte beaucoup, c'est comment tu fais pour que les gens ils siphonnent pas ta data. En fait, tu crées une sorte de simulation où tu vas les mettre sur des sujets, mais ils n'ont pas accès à toute l'info de la boîte, à la roadmap, aux si, ils ont données. ils ont accès à l'entièreté du linéaire. Comme il a accès à l'entièreté de la boîte, il fait les meetings qu'on a toutes les semaines, les catch-up avec tout le monde. L'idée, c'est comme s'il bossait chez nous pendant une semaine, quoi. C'est vraiment le truc le mieux. Et en fait, donc ça, on le faisait au début et on a eu toujours un peu peur que bout d'un moment, ça devienne compliqué à faire. Là, maintenant, on est 70. Et en fait, finalement, c'est un truc qu'on a toujours gardé. Et les points forts qui existent dans le process, alors il faut savoir que ça nous prend énormément de temps parce qu'il faut être quand même dispo pendant une semaine avec un candidat. Euh, Nous, le seul point vraiment positif, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à un sujet qu'on avait toujours eu en tête. Donc, en fait, de bosser vraiment avec quelqu'un, moi, en tant que design sur ce sujet-là, je me rends compte des fois, en fait, ça se trouve, c'est une super idée. Et peut-être qu'en fait, ça pourrait être ça le truc. Donc, ça c'est le leverage que nous, on a de notre côté. Et pour la personne aussi, c'est de se rendre compte, voilà, c'est ça le rythme de travail qu'on a chez Linear, c'est ça les process. Et on a des gens avec qui ça va pas du tout fitter parce qu'ils s'attendaient à ce que je leur livre un design déjà exécuté, une recherche utilisateur faite. Ils se rendent compte qu'en fait, ils vont avoir un product decision à faire sur beaucoup plus important en engineering surtout. Et même en design, des fois, on a eu beaucoup de mauvaises surprises sur des profils qu'on trouvait exceptionnels et qui, en final, la manière dont ils ont bossé ces dernières années ne correspond pas du tout à la manière dont on opérate. Et en fait, pour le candidat, c'est aussi de se rendre compte, voilà, c'est ça l'ambiance chez Linear. Des fois, il y a des mecs au bout de 3 jours qui nous disent, écoute, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je préfère le taf que j'ai actuellement et ça m'intéresse pas de bouger chez vous. Et c'est faire, hein, nous, c'est un peu l'idée. Mais par contre, la grosse plus-value qu'on a en termes d'onboarding derrière, c'est qu'en fait, les gens qui font la semaine avec nous et qui apprécient la semaine et qui veulent rester et qu'on accepte de notre côté, on considère par contre qu'ils sont fully onboarded. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de questions, on n'a pas de période d'essai, on n'a pas ce genre de truc. Nous, l'idée, c'est de dire, voilà, si tu as passé le test, tu fais partie de l'équipe maintenant, tu as compris comment on bosse, tu nous as impressionnés. Nous, on veut toujours avoir la sensation de se dire, tiens, il a fait un truc qu'on ne s'y attendait pas, quoi. Ça, c'est un peu le feeling qu'on recherche sur tous les candidats. Et, et voilà, quoi. Du coup, tu leur demandes par exemple, ceux qui sont il y a plein de questions un peu techniques, c'est rigolo, ça, je pense. Mais, genre, tu leur demandes de poser une semaine de vax, en gros, s'ils sont en CDI ou sur un rôle, quoi. Alors, Et tu les rémunères pour ça? on a eu plusieurs cas un peu différents. Soit des fois, on a des gens qui sont pas employés hein, dans la situation. Donc ça, c'est le plus simple. Il y en a qui posent des semaines. Des fois, on peut simplifier. On a déjà fait 3 jours, par exemple, pour certains candidats. On n'aime pas trop que les gens candidats bossent le week-end. Mais bon, des fois, il y en a qui disent, voilà, je préfère faire jeudi, mardi et bosser pendant le week-end. C'est toujours un risque pour le candidat, ça, parce que voilà, le week-end, des fois, tu n'as pas envie de bosser. Et c'est vrai que c'est un peu un risque qu'on prend de dire, voilà, tu vas défoncer ton week-end. Nous, c'est pas forcément la philosophie qu'on a en interne. On aime bien se reposer aussi, donc on n'aime pas trop ce genre de truc. Mais bon, on laisse les gens s'adapter. Nous, on veut avoir cette sensation que on a pu bosser avec la personne ou tester des trucs. Donc,
Une journée, ça nous paraît un peu trop court, mais on essaye au minimum de faire 3 jours. On peut simplifier le projet, on peut trouver des shortcuts. Mais c'est vrai que ça donne une cohérence derrière à l'équipe parce qu'en fait, tout le monde est passé par là. Moi, je suis passé par là, enfin, à part les fondateurs, quoi. Personne n'a fait ça. Tout le monde a fait ça, pardon. C'est ouf. Et c'est vrai que tu as un peu ce truc de. On se pose plus de questions une fois que tu es là, quoi. C'est la personne. Si l'équipe a validé, l'équipe du projet a validé la personne, je me questionne jamais en me disant, mais attends, c'est qui ce mec, etc. Et en fait, on a un peu eu un turnover super light depuis le début de la boîte. Je crois qu'il y a 3 personnes qui ont dû partir en 4 ans. Il y a peut-être une personne qu'on a gardé 3 mois, mais c'est tout. On est assez transparent sur ces données. Et c'est vrai qu'on a du mal à lâcher ce process parce que en fait, il a été tellement efficient que c'est dur pour nous et on comprend que voilà, on a grossi énormément et que c'est vrai qu'il y a des gens que ça rebute de dire non, moi je ne ferai pas ce truc-là. Et bon, bah, on perd le candidat, quoi. Mais Ouais. Tu as un œil d'ailleurs sur le pourcentage de conversion entre je viens sur le test et je reste chez Mia. Il est assez faible. Sur la partie design et engineering, je pense qu'on est à du 20-25% à peu près. Ok, donc c'est pas une garantie, quoi. Non, c'est pas du tout une garantie. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, finalement, c'est pas une garantie, mais ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ça vient souvent du candidat, quoi. En fait, c'est-à-dire que Réalisme, ok. il réalise que voilà, en fait, finalement, c'est pas un rôle pour lui. C'est vrai qu'on est très exigeant sur le produit. Moi, je suis là un peu en tant que design sur tester sur le produit les ingénieurs. Et on était aussi énormément dans un marché où les ingénieurs recevaient des designs, on leur demandait pas de réfléchir, on leur disait voilà, c'est ça le truc, tu l'intègres et point. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut voir, quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui des fois postulent chez nous de grosses boîtes où c'est un peu, ils sont super encadrés au quotidien, on leur demande pas de prendre des décisions produits, on leur demande pas d'avoir un avis. Et c'est vrai que des fois, les réactions, elles sont assez ah, mais moi, je me sens pas du tout de faire ça, ça m'intéresse pas, etc. Donc, c'est un peu un échange. Souvent, les candidats, ils le savent au bout de quelques jours que ça va pas le faire ou que nous, on a vraiment des warnings et on va être assez transparent. Hein. On va dire, voilà, je pense qu'on aurait peut-être fait ça comme ça, comme ça. Et des fois, on a des super surprises où ça commence très, très mal. Et en fait, en fin de semaine, le résultat est là et on est là en train de se dire, ouais, en fait, c'est peut-être à nous de nous réinterroger. Et ça fait qu'on laisse un peu de liberté en termes d'unicité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui aiment bien travailler le matin et qui veulent leur après-midi pour leurs enfants, mais qui, en fait, qui arrivent à quand même à shipper. Il y a des gens qui ont des process de travail complètement différents d'une autre. Et donc, ça nous permet un peu de connaître la personne et on sait voilà, quels vont être ses points forts, quels vont être peut-être ses points faibles pour nous quand on va le recruter. Donc, on a moins de surprises aussi quand ça démarre. Et la personne, si elle voit qu'on respecte aussi ça chez elle, par exemple, on a quelqu'un chez nous qui est un ingénieur qui est en Europe, mais qui aime bien se lever à midi. On l'a mis sur la team US. Il a des horaires de team US. Et c'est pas du tout un problème pour nous, quoi. C'est pas grave. Tant le work trial s'est super bien passé. Et au début, on pensait le mettre en Europe. Il nous a dit, moi, j'aime bien me lever à midi. Et je pense qu'il a apprécié le fait qu'on écoute ça de sa part. En disant, voilà, moi, c'est ça un peu ma manière de bosser. Ok, nous, on peut s'adapter. Ça peut marcher. Et donc, ça nous permet de connaître le candidat et on a moins de surprises où le problème que je vois avec que des entretiens, c'est qu'en fait, c'est facile de fake et je pense qu'on a un peu des professionnels des entretiens aussi, des gens qui arrivent avec des CV béton, un portfolio génial et en fait, dès que tu leur demandes de poser un design en 2 jours, il n'y a rien, quoi. Et ça, c'est un peu dur à tester tant que tu n'as pas bossé avec la personne, quoi. Ouais, qu'est-ce qui fait te charner justement sur ce moment-là? Tu as mentionné le fait de, ouais, j'arrive d'une très grosse boîte canon, mais en fait, je sais pas opérer en autonomie dans un milieu early stage. Le côté, euh, ouais, j'ai plus en tête, mais tu commences un peu à ouvrir un peu. Qu'est-ce qui fait te charner du coup? Je pense Ouais, le que principal est quoi? nous, ce qu'on teste, le premier truc qu'on aime bien tester, c'est est-ce qu'on a envie de bosser avec cette personne en termes de communication. C'est-à-dire, en fait, c'est moi, les meilleures idées que j'ai en termes de design, c'est la team qui me les donne. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée, c'est toujours de dire, je vais présenter un premier design que je vais faire en 1 heure. Je vais me faire bâcher. Il y a plein de gens qui vont me dire, ah, mais moi, j'aurais vu ça comme ça, comme ça, comme ça. Et d'un seul coup, en fait, en 1 heure, 2 heures, j'ai l'avis de 10 personnes qui connaissent très bien le produit parce qu'ils sont là dans la boîte. J'ai 15 idées qui ont pop et j'ai accepté de présenter un truc
Alors, pour moi, c'était une bonne idée, mais je veux dire, il faut que ça soit quand même un peu fini, que ça ait de la gueule, quoi. Je suis designer, mais le truc, c'est de présenter quelque chose parce que les bonnes idées, elles viennent jamais d'une seule personne, en fait. C'est un travail d'équipe qui va se mettre autour de la table en disant, OK, c'est ça, le design, c'est voilà, poser une discussion sur la table, dire, voilà, moi, j'ai eu ça comme idée. Après, tu vas avoir le CEO qui va te donner du feedback, tu vas avoir l'ingénieur. En fait, c'est comme ça que vous allez opérer en interne. Et donc, un candidat qui va shipper de manière super incrémentale des petits trucs et nous présenter rapidement son travail, nous évoquer son avis et qui va prendre du feedback de notre côté, euh, garder les bonnes idées ou garder des idées qui lui paraissent intéressantes, les intégrer ou des fois, par exemple, aussi fight against certaines idées en disant bah ouais, en fait, finalement, moi, j'ai lu ça, ça aussi, j'ai vu ça et je pense qu'en fait, ce que tu me racontes, ça fait pas de sens. Ça, pour nous, c'est le truc qui nous intéresse le plus. Et c'est là où on voit des fois le churn, quoi. Des fois, on a des candidats qui vont pas du tout communiquer pendant 2 jours, qui vont être un peu stressés de présenter leur travail, qui vont pas accepter que quelqu'un de la team pop et pose une question et soit pas d'accord avec la direction en pensant, ou qui vont switcher d'un seul coup parce que quelqu'un lui a dit ah, mais moi, en fait, je préfère cette couleur-là. Et le lendemain, tu redeviens et tout le design a changé. Alors qu'en fait, bon, c'était peut-être un random feedback du quelqu'un du support qui est passé comme ça et qui dit qu'il aime bien le bleu. Et et il faut. Est-ce que la personne est capable de filtrer aussi ce genre de feedback? Parce que c'est comme ça qu'on opère en permanence, quoi. Et donc, et ça, c'est là où on voit rapidement la communication. Et des fois, ça peut être juste un feedback honnête sur ouais, bon, la PR, là, on aurait peut-être vu ça, comme ça, comme ça. Bon, bah, est-ce que la personne, le next day, elle a changé, elle a fait les chains que tu lui as demandé, elle s'est adaptée à la manière dont on a bossé, ou est-ce qu'elle va continuer à faire son truc sans avoir écouté? Et ça, voilà, ça va être des red flags assez rapidement. Et la personne va comprendre qu'il y a un problème parce qu'on va moins réagir à tout ça, quoi. Après, il y a aussi le problème de surcommuniquer aussi. Je pense que nous, on est fully remote, mais il faut accepter aussi que les gens aient du temps pour bosser, faire leur truc. Donc, je pense que aussi dans la communication, c'est savoir être assez synthétique sur, voilà, j'ai une idée, justement, je vais essayer de te la vendre assez vite. Et il faut que dire que voilà, la personne qui va lire ton Slack message ou qui va regarder ta vidéo, elle n'a pas 2 heures, quoi. Elle a 5 minutes, 10 minutes. Et donc, il faut un peu tester aussi la manière dont les gens vont communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils comprennent le problème, quoi. Ouais, très juste. On arrive au bout du live et il y a un sujet que je voulais absolument qu'on aborde avant de finir sur une question qui, je pense, va intéresser tous les futurs founding designers qui sont dans l'audience ou ceux qui se posent des questions là-dessus. Mais d'abord, effectivement, il y a un sujet, c'est comment est-ce que vous opérez aujourd'hui le process design chez Linear, sachant que pendant longtemps, vous n'avez pas eu de product, donc vous avez fonctionné sans PM. Si tu devais l'expliquer vraiment dans des termes assez simples pour qu'on comprenne les dynamiques entre la tech, le produit aujourd'hui et avant et sans produit avant, le design, le reste de l'organisation, comment tu décrirais votre façon d'opérer? Oui, bien sûr. Bah, en fait, le truc du work trial, c'est un peu la manière dont on opère. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une idée de projet, la plupart du temps, ça va être un designer avec 2 ingés, quoi. En gros, ça va être la core team du projet. Qui va se faire ses petits meetings à elle, qui va décider un peu comment elle veut opérer sur le projet, qu'est-ce qu'elle a envie de shipper en premier, etc. Et donc là, l'idée, c'est qu'elle le partage en linéaire, bien sûr, et qu'elle présente, voilà, c'est ça notre plan, ou en tout cas, c'est ça les premiers designs. Et le PM, il est vraiment là pour accompagner ce raisonnement en disant, voilà, moi, j'ai vu du feedback utilisateur et donner du feedback, en fait. C'est vraiment plus un rôle de donner du feedback. Et ça, c'est la manière dont on bosse. Et en fait, ce qui fait que cette team va être responsable à 100% de ce qui va sortir du projet. Et surtout, c'est à elle de scaler le temps qu'elle a aussi dispo. Peut-être que des fois, on est un peu dans le rush et qu'il y a 3 projets en cours pour le même ingénieur. Et donc, dans ce cas-là, bah là, on va devoir un peu cutter dans le gras et essayer de trouver, peut-être postpone le projet, etc. On veut que la team projet prenne toutes les décisions d'elle-même, quitte à ce que peut-être des fois, la première version, on ne soit pas du tout d'accord avec la manière dont ils l'ont fait, mais en fait, ils ont envie de le tester quand même. Donc ça, on veut beaucoup d'autonomie. Donc, en fait, le process design, il est assez simple. Moi, mon rôle maintenant, ça va peut-être être un peu plus, j'ai aussi mes projets à moi, mais ça va peut-être être aussi de coordonner un peu, d'aider les designers sur leurs projets en voilà, assistant à ces meetings de reporting un peu pour leur donner mon honest feedback et mes idées. Mais on veut que la team garde l'ownership à 100% sur les features qu'elle construise. Ce qui fait que ça leur permet de s'approprier complètement la feature qu'ils sont en train de construire, de la comprendre entièrement et d'avoir le contrôle dans overtime de cette fonctionnalité parce qu'elle va sans doute évoluer. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on bosse. Sur le planning purement produit,
on a des challenges business forcément, des directions qu'on donne. Donc en fait, ces projets-là, ils vont être assez orientés des fois sur les problématiques sur lesquelles on est de bosser. Mais ça va être environ 40 à 50% des projets. La plupart des projets aussi, ils viennent de la team elle-même. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, moi, ça peut m'arriver d'avoir une idée de feature. Je vais faire un design, je vais la poster dans le Slack ou sur Linéa. Si personne est chaud de l'intégrer, on va pas le faire, quoi. Et c'est un peu le truc, l'idée, c'est un peu de convaincre les gens de ta team de dire tiens, c'est rare cool ce projet, de le montrer à des utilisateurs et de se dire tiens, en fait, tout le monde est super excité. Et d'un seul coup, en fait, toi, en tant qu'ingé, tu es beaucoup plus excité de bosser sur un truc que les gens veulent et qui va avoir du reward pour toi que de bosser sur le truc que personne va utiliser. Donc, en fait, on essaye un peu de garder cette flexibilité où des fois, voilà, sur l'IA par exemple, en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, quelles sont les fonctionnalités IA qu'on pourrait construire cette année? On a plus créé une channel où chacun peut balancer ses idées et si on voit qu'il y a des small teams qui se créent d'elles-mêmes dans le projet, sur ces projets-là, et ben on va builder le truc, quoi. Donc, c'est un peu plus comme ça qu'on opère. Et le rôle du management, c'est vraiment de mettre sûr qu'ils ont toutes les ressources en place pour arriver à shipper le plus vite ce projet et surtout qu'ils partagent avec nous des trucs pour qu'on puisse leur dire ok, peut-être que tu pourrais aller plus vite là-dessus, prendre des conseils. Mais ouais, l'idée, c'est d'avoir de l'ownership pour que les gens soient responsables de leur travail, quoi. Trop bien, ouais. Ça rejoint un peu, en fait, si tu as réussi à créer une équipe qui communique de manière incroyable, tu peux te passer un peu d'une over-processisation du travail et des interactions entre les gens parce qu'en fait, tout le monde est ultra connecté, ultra synchro, focus sur les objectifs et beaucoup responsabilisé aussi, chacun Moi, il sur y a ses un truc goals, quoi. il y a un truc qui me fait peur des fois dans la méthodologie sprint, par exemple, c'est ok, on a un meeting dans 2 semaines, donc il faut qu'on ait un truc à montrer dans 2 semaines, en fait. Et Mm. en fait, si t'as pas cette notion-là, si tu veux faire le meeting quand tu as quelque chose à montrer, en fait, des fois, tu peux te rendre compte que ta team, elle est capable de construire un truc en 2 jours et que finalement, parce qu'il y a eu la bonne dynamique qui s'est mise en place, que les mecs se sont mis d'accord super rapidement. Et en fait, derrière, en fait, en 2 jours, tu as eu ta feature alors que tu pensais que ça allait prendre 2 semaines. Et c'est pour ça que segmenter trop le process, chaque projet a un process différent, forcément. Quand on dit qu'on veut mettre des documents à la Notion dans Linear, c'est un truc sur lequel on bosse depuis 2 ans parce qu'il y a énormément de fonctionnalités à avoir. Il fallait faire des documents, les commentaires, etc. Tu as plein de trucs fonctionnalités. Donc, on a splitté ça en plein de petits projets avec le end goal de pouvoir faire un truc pareil. Mais si tu t'es trop si ta team te dit pas, OK, en fait, finalement, on pense que la V1, ça peut être ça et on peut le faire en 3 jours, il faut leur laisser cette flexibilité-là parce que tu vas beaucoup plus vite, en fait, finalement. Totalement, ouais. Si t'as les bonnes personnes au bon endroit, tu pas besoin de les materner et de leur donner des deadlines des process trop carrés. Merci, franchement, trop cool. Tu as été acclamé, il y a eu des centaines de réactions dans Merci le tout le chat. On monde. dit merci le GOAT. Il y a même un I love Adrien dans le live. Petite question bonus, parce que je l'ai tout le temps celle-là pour les rôles de founding designer. Qu'est-ce que tu recommandes aux founding designers en process de demander en termes d'equity? C'est quoi la fourchette un peu objective, tu vois, euh, pas trop gourmande ou alors entre pas trop gourmand et très gourmand. C'est quoi aujourd'hui les pratiques selon toi? Je pense qu'il n'y a pas un. En fait, j'ai l'impression que les fonds définissent un peu ça des fois pour en interne. Enfin, c'est l'expérience que j'ai eue. Souvent, les fonds arrivent déjà avec des chiffres. Euh, je pense que le but, c'est de prendre le plus de share possible, forcément, parce que si vous êtes funding, l'idée, c'est que vous soyez là pour le plus de risques. Et je pense que c'est un bon discours à avoir avec les fondateurs en leur expliquant, voilà, vous avez vous êtes super excité vous croyez à fond dans la boîte. Donc, je pense que demander des parts, ça ne doit pas être quelque chose de flippant. En fait, au contraire, je pense que les fondateurs qui croient dans ce qu'ils sont en train de faire seront plus intéressés de comprendre pourquoi vous voulez autant de parts dans la boîte. Forcément, ça va peut-être venir avec du salaire qui va être perdu derrière un petit peu. Aussi, c'est d'être réaliste sur votre profil, quoi. Si vous avez déjà monté un produit dans le space, si vous avez déjà bossé dans le space, faut savoir que vous allez être leverage sur les levées de fonds en disant voilà, on a pris ce super designer qui a déjà bossé dans ce space, donc ne vous inquiétez pas, ils vont bien lever de l'argent avec vous. Donc le prendre en compte, voilà. Si après c'est votre première boîte, votre première expérience, peut-être que vous allez pouvoir demander moins. Je pense que il y a une histoire de raise. Est-ce que vous êtes arrivé avant le seed ou pas? Moi, je dis le plus, c'est le mieux, mais bon, il y a des chiffres, il y a des,
il y a des, il y a des chiffres il y a un peu des standards du marché. J'ai l'impression qu'en design, on passe de 8 à 0,5, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça la fourchette. Donc, c'est dur de comprendre Hmm. concrètement quels sont. De toute façon, vous avez un programme de vesting qui va se mettre en place, hein. Ils ne vont pas vous filer 8% upfront. Perso, j'ai pas 8%, mais donc voilà. Mais C'est va ça bien, qu'on voulait savoir. mais Merci. c'est un peu ce que je vois. Faut savoir que vous allez diluer pendant les raises. Et après, il y a des packages qui sont renégociables au fil du temps, hein. C'est pas gravé dans le marbre non plus. Et tu fais bien Voilà, de préciser que l'expérience sectorielle en ce moment, c'est un truc qui est archi valorisé. Ça aide les founders derrière effectivement à lever. Ça les exactement. rassure sur votre impact. Donc Exactement. ça, C'est pour ça pas que bosser hésiter. sur votre brand un peu, tout ce que vous pouvez faire pour vous mettre en valeur, c'est le mieux. N'hésitez pas à aussi vous challenger sur des compétences que vous maîtrisez moins, peut-être la brand, peut-être ce genre de trucs, à essayer de leverage un peu votre profil là-dessus parce que pour un founder, il va se dire, OK, en fait, ça se trouve, il me faut un mec en brand, un mec en produit, un mec en whatever. Et en fait, si vous êtes capable de tout faire, bah, d'un seul coup, en fait, lui, ça lui réduit des costs de malade. Forcément, c'est plus de boulot pour vous. Donc, ça peut aussi grave leverage votre nombre de parts à prendre. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Encore une fois aussi, n'hésitez pas à demander, comme on peut faire. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'ai fait dans des boîtes de dire, bah, moi, j'aimerais bien bosser en freelance pour toi pendant un mois avant de join pour voir un peu comment tu bosses, etc. Parce que passer trop de temps à négocier ça peut aussi vous mettre en valeur. Si pendant un mois vous surdeliver et vous adorez la team et qu'ils vous trouvent sympa, et bah, ça se trouve, en fait, vous allez pouvoir gratter quelques pourcents en plus plutôt que d'arriver juste avec un CV et un folio, quoi. Donc, si vous êtes excité par un projet, je pense que le mieux, c'est de montrer que vous êtes dispo pour prendre des risques aussi avec eux. Et je pense que aucun founder, s'il y a un match perfect, hésitera à vous filer quelques petits pourcents en plus s'il pense que vous êtes la licorne qu'il recherchait, quoi. À fond. Ouais. Bah merci. Écoute, il y a encore 250 personnes dans le live. Est-ce que tu recrutes en ce moment? Je crois qu'il y a des gens qui sont en process avec toi, qui partageaient ça dans dans les commentaires. Alors Euh, en engineering, n'hésitez pas sur Twitter, sur LinkedIn, vraiment, si vous pensez que ça peut le faire pour vous, on recrute à fond. En design, on regarde toujours ce qui passe. On n'a pas de poste vraiment ouvert. En fait, sur toutes les postes, on n'a rien d'ouvert. Nous, comme je vous le disais, on essaie de recruter des profils intéressants. Donc, si vous pensez que vous avez un profil qui fait du sens pour l'INERA, n'hésitez pas à me contacter. On peut regarder. On est toujours ouvert. Nous, c'est plus, voilà, on veut une belle histoire avec des gens qui ont une vision et donc on a toujours des postes. Et sinon, en brand, on a un poste de creative director qu'on recherche. Alors, c'est principalement US side, mais encore une fois, on est open à tout, quoi. Voilà. Trop bien. Et pour te suivre, LinkedIn? LinkedIn et Twitter X principalement, c'est là où je suis plus actif quand même. Trop bien. Encore merci Adrien, c'était canon. On Merci a à tous, grave bon après. dépassé. Vous êtes super nombreux encore. Donc j'espère que vous avez eu réponse à toutes vos questions. Là, il y a des dizaines, peut-être une centaine de questions. Donc on n'aura pas pu tout traiter, mais on vous Et je laisse suis sur dispo Adrien online, sur. n'hésitez pas à envoyer un MP, je répondrai. Allez, ça part. Merci à tous, bon Ciao. appétit. Salut Merci. Adrien, à Ciao. bientôt.